La Poche Bleue, une présentation de La Cage Chez Vous et d'AutoHebdo.net. Pete, il est là avec son chien. Un chat. C'est un chien. Moi, c'est un chat, ça! Un chat. Tabarouette, il ressemblait à un chien. Hein. Ah, c'est ton Maine Coon, ça? Ouais. Ah, ben oui, tabarouette. J'avais appelé Pete quand j'ai acheté mon chat, voir c'était quoi la personnalité des Maine Coon, puis tout. Il m'avait dit, n'hésite pas, puis... Ah non, mais c'est vraiment intéressant, les gars, votre discussion. Moi, je vais y aller, je vais revenir après la section chat. Comment ça va, Peter? Ça va super bien, mon chat. Content de vous jaser. Ben oui, nous autres aussi, merci pour le temps. Faut que je dise de quoi, là, avec tout commence. Là. Peter, t'as marqué mon adolescence. Là, je vais te le dire tout de suite, je vais commencer de même. Okay? Et je l'ai même regardé dernièrement pour être sûr que je ne me trompe pas dans mes sujets. Quand tu avais pogné Lise Dion en 2002, là, surprise. Moi, je me rappelle de ça comme si c'était hier. J'habitais à Repentigny. C'est un moment. Moi, ça m'avait marqué parce que j'adore Lise, puis je t'adorais toi, là, bien évidemment, puis je t'aime encore. Là. Mais c'est plus dur de l'Allemagne de suivre le tout, c'est quoi, peut-être, mais ce moment-là, ça m'avait fait rire. Là. Les gars avec le pain, en boxeur dehors. Ah non, c'était n'importe quoi. Ça a été un bon tour en tabarouette. Puis quelques années plus tard, j'avais pogné José Boudreau aussi. Ah ouais, hein? À la même émission. Ça avait été le fun. Puis il avait essayé de me prendre, moi aussi. Ça n'avait pas marché parce qu'à un moment donné, écoute, c'était avec M. Jean Charest, qui était premier ministre à l'époque. Écoute, j'étais censé me déguiser, mais je me trouvais vraiment pas déguisé. Mais c'était comme l'arroseur arrosé, là. Fait que, c'était comme moi qui étais censé prendre Jean Charest, mais la réalité, c'est que moi qui avais chaud, j'étais en train de venir fou. Puis moi, j'ai fait, hey, si c'est moi qui est en train de prendre Jean Charest, pourquoi c'est moi qui est en train de capoter, tu sais? Fait qu'à un moment donné, là, ils ont fait qu'on arrête le coup, là. Fait que je m'étais aperçu. C'était dans le trouble. Ouais. Puis moi, la question avant qu'on commence plus sérieusement, l'idée de la couette, ça vient d'où? Ça, c'est mon designer. OK. Parce que toi, tu as évalué beaucoup dans le monde du sport. Moi, je suis plus dans le côté mode. Tu comprends? OK. Quand t'es mannequin... Une couette et un T-shirt blanc, puis t'es correct, c'est ça? Un mannequin, t'as pas le choix de t'adapter à n'importe quel âge. C'est simple pareil, hein, Guy? Ben tu devrais te faire ça, toi, Guy, une petite couette, là. C'est juste que la couette, elle part d'ici, puis c'est là qu'il m'en manque. Ben, c'est ça. Non, mais j'aurais pu te répondre aussi, c'est parce que j'ai encore pas mal de cheveux. Tu sais. C'est une bonne réponse. Mais de ce temps-là, on voit la réalité, puis de comment ça se dessine dernièrement. C'est quoi ta réalité, toi, depuis que la pandémie a commencé? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que tu fais? As-tu changé tes habitudes? Ben, tu n'as pas le choix d'échanger. Je pense qu'à un certain point, je suis un des privilégiés, j'imagine, parce que je suis tombé dans l'empathie totale parce que j'ai tellement de gens autour de moi que je sais que c'est pas facile. Des gens qui viennent de sortir un spectacle. Écoute, je pourrais t'en nommer beaucoup. J'ai la chance et le privilège d'être à la radio, moi, au quotidien. Fait que ça, déjà là, tu sais, j'ai quand même un bon emploi. Je te dirais que moi, ça a tombé, c'est bizarre comment c'est arrivé. Je suis tombé dans une espèce de créativité. Je me suis mis à décorer à peu près tout. Je me suis mis à repeinturer ma maison. J'ai rénové jusqu'à un certain point. Mais c'est ça. Je me suis inventé. Je suis en train de me partir une business que je vais pouvoir parler éventuellement, mais c'est vraiment, vraiment tu sais, ça me sort de mes pantoufles. Ça n'a même pas rapport avec l'humour. Là. C'est vraiment un espèce de coup de cœur que j'ai eu. Puis je te dirais que dans les prochaines semaines, on va annoncer ça. Mais c'est de la grosse créativité, là. Vraiment. Fait que, tu comprends? Moi, je ne suis pas quelqu'un non plus qui est malheureux seul. Là, fait que moi, le côté isolement, je n'ai pas trouvé ça nécessairement dur. Puis c'est sûr que de faire de la radio en direct de chez vous, parce que moi, la gang, c'est quoi? Ils m'ont isolé très rapidement quand la pandémie a commencé. Je me suis ramassé assis tout seul chez nous, mais en même temps, j'avais mis tout ça. Puis juste le fait de ne pas voyager tous les jours de Montréal, c'était cool aussi. Mais le seul petit reproche, peut-être, c'est que mon cellier est un peu trop proche de mon lieu de travail, mettons. Ça nuit. Je pense qu'on avait tous mon bureau même là. Même sans cellier. Hey, Peter, j'ai demandé à Dom Pocket, j'ai demandé à Joe Roberge. C'est une question plate, là, mais je vais te la demander pareil. C'est quand que tu décides que tu es assez drôle pour te qualifier d'humoriste? C'est quand que tu te lèves un matin? Bonne la question. Non, mais vraiment bonne. Oh oui. Parce que j'en connais des humoristes. Moi, je m'en vais à l'école de l'humour.
Ouais, c'est ça. Mais moi, j'en connais des humoristes. Honnêtement, tu regardes sur scène, tu fais ça se peut pas être drôle de même, puis dans la vie, ils sont dol en sac. C'est vrai. C'est vrai. Moi, j'ai de mes chums, là, qui est monsieur, madame, tout le monde, Tabarnak, c'est les gens les plus drôles au monde. Puis t'as pas besoin d'être humoriste, je pense. Mais moi, c'était parce qu'à un moment donné, j'étais quand même bon à l'école, ça. Puis j'ai tout le temps eu une bonne plume. Moi, je suis rentré à l'École nationale de l'humour comme auteur. Puis quelques semaines après, ils m'ont proposé d'être humoriste. Puis depuis le début de ma carrière, je travaille avec un gars. Je pense qu'on est les deux seuls cas de l'histoire de l'école, juste pour rire. Écoute, le gars avec qui je travaille, mon chum, le Philippe Rivard, lui, à l'époque, il était rentré à l'école comme humoriste, puis ils ont suggéré d'être auteur. C'est pas des fans. Mais à quel moment, j'irais plus loin que ça, je te dirais, moi, c'est pas un métier autant qu'un mode de vie. Tu sais, depuis que je suis jeune, je joue des tours, tu sais, je me lève le matin puis je me demande à qui je pourrais faire chier. Là. Tu sais, je suis vraiment, j'aime ça, jouer des tours. Puis, en parlant à ma gang à la radio, ils sont plus capables. On est tout le temps cachés dans un coin en train de faire peur. Ou, en tout cas, dans ton show Week-end de bois avec ton esti de saut d'ours, là, man, j'en ris tout le temps. Je suis comme, il est épais, man. Tu fais avec Georges Larac, ça, là, c'est... Hey, ça m'a pris des couilles. J'ai Georges Larac, puis comment il s'appelle, mon chum côté, l'ancien champion de UFC. Hey, les deux, ils marchent dans le chemin. Je sors du bois, habillé en gorille. Écoute, les gars, ils ont levé. Là. Cette fois-là, je risque un peu ma vie pareil. Avant tout, tu n'aurais pas mangé une bonne ce jour-là. On parle souvent de le milieu de l'humour, ce que c'est de se donner en spectacle devant du monde, ces choses-là. Quel lien tu ferais entre l'humour et les sports? Hey, la performance, je te dirais, là, tu sais, je veux dire, j'ai joué quand même au hockey un bon bout, j'ai excellé dans certains sports, un peu au tennis, tout ça. Mais juste le fait que quand, tu sais, au hockey, vous autres, c'est quand l'alpaca tombe, c'est parti, puis là, tu sais, je veux dire, ben, c'est la même affaire quand, mesdames et messieurs, Peter McLeod, Maxime Lapierre ou c'est Guillaume Latendresse. C'est parti. Tu te souviens de mon nom? Ouais, j'avais une hésitation. Tu l'as vu, il y avait un chapeau en avant, puis il a dit Guillaume Latendresse. C'était quoi l'option B que tu avais sur ton papier? Il l'a décrit dans la main. Avec Guillaume Latendresse, puis... Maxime, là. Hey, gardez donc ça, vous autres. Oh, mon Dieu. Oh! Ouais. Checkez-moi le petit geste. Ça, c'est beau. Merci. Merci d'encourager, mais je t'ai coupé dans ta réponse, je m'excuse. Ben, il y a plusieurs. Le meilleur exemple, là, j'avais déjà parlé avec un médecin à un moment donné, puis il voulait faire quelque chose, lui, de bien spécial, puis il ne l'a pas fait, mais peut-être que quelqu'un l'a fait. Juste de se peser. Tu sais, exemple, un joueur de hockey, là, avant la game et après la game, si tu te pèses, tu vas réaliser qu'il y a de l'eau pas mal qui est sortie de ce corps-là. Mais je te dirais qu'en humour, c'est le même principe. Puis je te dirais qu'il y en a qui a beaucoup plus d'eau qui sort. Là. Mon chum Pierre Méthode, écoute, après 10 minutes, il y a déjà 5 litres d'eau perdue. Là. Mais sérieusement, l'effort, elle est quand même là, puis c'est quand même soutenu. Puis, je ne sais pas, vous autres, comme joueurs de hockey, mais dans le jour, là, exemple, ou quelques heures avant on va dire la performance, étant vous autres la partie de hockey, est-ce que vous tombiez comme un genre fatigué ou somnolent? Oui, 100%. Juste avant l'action, mettons. Là. Bon, mais ça s'appelle la mémoire cellulaire. Puis ça, c'est que toi, tu t'en es un peu inconscient parce que c'est dans l'inconscient. Ton inconscient est en train de savoir que tu vas fournir un effort assez impressionnant. Il te met excusez l'anglicisme, vous allez comprendre, le shutdown. Il te met en état de veille. Ouais. Ah ouais? Puis, c'est même pas une force. Moi, à un moment donné, j'avais parlé de ça avec un médecin, puis les journées que j'ai un spectacle, juste à quelques heures avant le show, je me trouve tellement plate, tu sais, je suis bien amorphe, puis tu sais, moi, je suis un de gars, je m'en fous, là, tu sais, j'étais un peu hyperactif aussi, là. Mais c'est là qu'il m'a expliqué ça. Mais tu comprends-tu que les joueurs de hockey en général, puis les grands sportifs vont vivre ça? Dans l'humour, je te dirais qu'avant un spectacle, je te dirais que probablement tous les humoristes que je connais autour de moi me disent qu'ils vivent la même affaire. Puis tu parles de situation avant un spectacle, avant une game. Tu sais, les joueurs de hockey, des fois, on joue blessé, on joue malade, on a une fièvre. On a eu Roberto Luongo la semaine passée qui avait un numéro 2 mal placé. Oui, ça. C'est bon, mais moi, j'ai déjà fait un show. Je passais l'été à Trois-Rivières en spectacle. Puis, j'étais en spectacle à Trois-Rivières pour l'été à la salle Antonio Thompson. Puis, je me rappelle, j'étais quand même 2 semaines. Là, j'avais 2 entorses lombaires sévères. J'avais une espèce de chiropraticien j'étais couché sur un matelas avant le show. Il me massait avec un genre d'antiflogestine quelconque. Là. Puis après ça, il m'a strappé. Les gars se mettaient ensemble pour me lever.
quand j'entendais mon nom, j'arrivais sur scène. Puis je vous le dis, à un moment donné, là, tu viens comme à te réchauffer. Là. Écoute, j'étais capable de faire mon show. Mais dans ce temps-là, je faisais encore des entractes. Aujourd'hui, j'en fais plus d'entractes. Ben, à l'entracte, écoute, je ressortais. Puis là, il me descendait doucement sur l'espèce de matelas. Le monsieur me massait, puis ça a fait ça pendant 2 semaines de temps. J'ai déjà été vomir entre les numéros aussi. J'avais fait une intoxication alimentaire. Je dirais pas le restaurant. Mais, entre les numéros, j'allais vomir d'une chaudière. Mon technicien m'attendait avec la chaudière, puis les gens ne peuvent même pas s'en rendre compte. Mais ça, on parle de problèmes physiques, mais tu sais, problème plus, vous autres, mettons, nous autres au hockey, mettons, moi je score des goals, puis ce soir-là, mes mains ne sont pas là pantoute, là, tu sais, ça ne marche pas. Ouais. Là, on dit, je vais trouver une façon d'aider l'équipe, d'améliorer, puis Toi, quand tu embarques, puis Chris, le delivery n'est pas là, puis ça ne sort pas comme tu veux, c'est quoi les techniques de secours? On est des humains, hein, je veux dire, tu peux être en peine d'amour, tu peux être en train de vivre de quoi difficile familialement. Moi, je te dirais que ma force, c'est vraiment quand j'arrive sur scène, je deviens, je ne sais pas, c'est dur à expliquer. Sans être un personnage, je tombe complètement l'autre personne qui est dans ma vie, qui est celui qui s'en va là, puis les gens n'ont rien à foutre comment tu te sens. C'est déjà arrivé une fois, j'étais dans un état de merde, là, puis à la fin du show, j'ai pris 2 secondes pour dire aux gens, vous n'avez pas idée dans quel état ce soir. Je ne savais même pas comment j'allais faire pour faire le show. Puis juste de sentir l'espèce de chaleur des gens que quand ils présentent ton nom, là, écoute, j'ai embarqué là-dedans, mais je l'ai souligné aux gens. J'ai dit, je ne sais pas comment j'ai fait, mais j'ai dit merci d'avoir été là. Ça a été un des spectacles pour moi qui était le plus difficile à anticiper, mais ça va rester peut-être un des plus beaux de ma vie, pareil. Ouais, c'est dur, pareil. Vous faites tellement de shows répétitifs, tu sais, m'emmener. Chaque foule, chaque salle t'emmène une émotion, mais je veux dire, à quelque part, ça reste de la répétition. Ça doit, quand tu fais le poste, tu dois dire quand tu parles de répétition, ça fait partie de mes paradoxes. Je suis un gars très paradoxal dans la vie. Tu sais. Puis ça en est une affaire qui est dure pour moi des fois avec les années tout ça, de faire des spectacles parce que je suis un gars très, très créatif, très spontané, puis j'ai peur de la routine. Mm-hmm. Alors, quand je me retrouve dans une routine qui est trop soutenue, tu sais, tu fais 150, 175 shows dans l'année. Avec Calvin, je me bats avec moi-même jusqu'à un certain point. Puis c'est pour ça que dans les dernières années, ce que je faisais, c'était une tournée de 3 ans à raison de 100 shows par année. Puis j'aurais pu continuer. Puis tu sais, le vieil adage, là, tant que ça va, continue, lâche pas. Puis l'argent, tu le prends quand tu t'en pars. Tu sais, à un moment donné aussi, il faut que tu te respectes dans tout ça. Puis moi, à 100 shows par année, 3 ans, je considérais que j'étais encore super là. Puis c'était par respect pour moi-même et en grande partie aussi pour les gens qui viennent voir le spectacle. C'est quoi une routine game day, admettons? Tu sais, nous, c'est toujours la même chose. On pratique à 10h30 le matin, on revient chez nous, on mange des pâtes, du poulet, on se couche de 2 à 4, on se lève à 4h15, on part à 5, on allait vers l'aréna, on tape un bâton, on s'étire, on a une vidéo, on joue. Hey, moi, j'ai pas ma routine est assez simple. Je te dirais, en tournée, c'est différent un peu comme si un show, tu sais, mettons, au Saint-Denis à Montréal, tu sais, je vais partir de chez nous vers le show est à 8h, je vais partir de chez nous vers 7h, puis ça va être à peu près ça. Puis, mais en tournée, bien souvent, le jour, je vais aller faire du jogging, je vais aller jouer avec mes chiens à quelque part, puis à un moment donné, on soupe assez tôt. On essaie de souper un peu tôt pour ne pas digérer devant le monde. Puis, le plus possible, tu sais. Puis, bien souvent, j'aime ça me payer une bonne bouffe avec mes 2 techniciens. Je suis chanceux, j'ai 2 boys en plus que dans les dernières années qui sont assez qui aiment la bonne bouffe. C'est deux chefs, on va dire, à temps perdu. Là. Fait ça, c'est un beau petit privilège. On s'en va à la salle peut-être une demi-heure, 1 heure, mettons, 3/4 d'heure avant le spectacle. Puis c'est ça, on attend que ça commence. Bon, mais tu parles, t'emmènes tes chiens partout sur la route? Souvent. Happy, lui, il suit beaucoup, beaucoup. Assez que, tu sais, quand ça fait longtemps que, tu sais, il vient d'avoir 8 ans, mon chien. Puis des fois, quand ça fait longtemps que tu n'as pas passé d'une ville, tu te rappelles même plus de quel bar est la loge. Quand tu rentres, il y a tellement de bâtisses. Là. À ce temps, j'ouvre la porte puis je suis mon chien. Il s'en va à la loge direct. Ah non, c'est malade ça, mais vous voyagez dans quoi pour que tu puisses emmener tes chiens? Vous êtes tout le monde ensemble dans une vanne et les chiens sont pas tannés en arrière? Ou? Je suis en limousine. Gros, c'est 2 mots que je fais, ça, gamin. Hey, non, mais Peter, je m'excuse, là. Guillaume, tu me dis, là. Toi, quand tu pars en vanne, la poésie, moi, là. non, mais bien souvent, mes techniciens, ils partent, mes 2 boys, ils partent avec le camion avec les décors, puis moi, je vais les rejoindre avec mon camion, avec mon pick-up. OK. Alors, j'adore ça. Guillaume, il se prépare, il arrive au show 45 minutes avant. Veux-tu m'expliquer pourquoi nous, on se parle 7 fois à tous les jours pendant 1 heure pour se préparer pour un podcast? Ouais. J'aimerais juste savoir la stratégie.
Ben, peut-être dans un an, vous allez peut-être vous appeler 10 minutes avant, dire que ça commence le gros. C'est normal. C'est des nouvelles pantoufles pour vous autres. Mais ton show de radio, je vais être ça de la même façon? Ah, ben oui. Encore pire, c'est 10 minutes avant. Ah ouais, hein? Ah ouais? Okay. Mais vous jasez au téléphone toute la journée? Ben non. Non, pas nécessairement. Non. On a un producteur qui nous envoie des thèmes, des sujets. J'arrive des fois, on va dire, mettons, 45 minutes, maximum 1 heure avant le show. Puis on s'assoit, puis hey, moi je vais parler de ça, moi je vais parler de ça. Toi, puis tu parles, moi aujourd'hui, je vais vous arriver avec une telle chronique. Ah, ça c'est cool, ça c'est cool. Puis je te dirais que la grande force, puis merci les gens qui m'engagent, ils ont réalisé à quel point, moi, ma force dans la vie, c'est d'être au courant de tout ce qui se passe, mais de ne pas essayer de me dire, je veux parler de ça, puis garde-moi de la place, fais-moi confiance. Ma force, c'est quand j'ai des gens autour de moi qui génèrent des trucs, du contenu. Puis moi, c'est de réagir souvent à ce contenu-là que je te dirais que je suis le plus payant, on va dire, en tout cas, en radio. Non, tu parles de contenu, puis tout ça. Moi, mettons, je regarde le hockey, un gars comme McDavid, il m'impressionne. Ouais. Dans ton métier, dans ton domaine, c'est qui pour toi tu regardes puis il te fait rire? Puis, tu sais, c'est un exemple. P.A. Method me fait rire beaucoup. Regarde, présentement, je travaille avec une fille à côté, là, sacrifice de Colin. Cette fille-là me fait rire terriblement. Là. Écoute, le sens du punch et la spontanéité que cette fille-là peut avoir, c'est n'importe quoi. Comme être humain, j'ai tout le temps bien aimé Michel Barrette. C'est un gars que j'ai écouté dernièrement, puis vous parliez des mentors, tu sais. Que vous avez pu avoir peut-être dans votre carrière, mais c'est ça. Moi, je te dirais que Michel Barrette, on était à la même agence à l'époque, puis c'est un gars qui ne me disait pas souvent des affaires, mais quand il me disait, je voyais qu'il me le disait par respect pour moi, puis avec ma grande naïveté de région, je te dirais, quand j'étais à Montréal, ça y allait au toast. Fait que des fois, Michel, c'est juste un genre, tu sais, fais attention, mon chum, tu sais. Mais Dom Pocket, c'est ça, c'est des gars qui me font rire terrible. Là. Mais écoute, on a-tu le choix au Québec? On est privilégiés, tu sais. Ouais. On est privilégié en tabarouette d'avoir de l'humour de même dans un. Honnêtement, c'est. Tu sais, souvent, les gens disaient la fameuse question, j'étais tellement tanné quand les journalistes n'avaient plus rien à dire à un moment de l'année, ils disaient y a-tu trop d'humoristes? C'était tout le temps ça. Mais tu sais, moi, ce que je répondais, c'est que as-tu déjà trop ri d'une semaine? Tu sais, jusqu'à un certain point. Hein. Puis moi, qui ai beaucoup d'humoristes, il y en a qui pourraient dire c'est la compétition. Mais de l'autre côté, moi, je prends, je sais pas, moi, Gaétan a réussi à amener son Raymond dans une salle de spectacle. Puis elle s'en va voir, je sais pas, moi, le show de Martin Matt. Puis Raymond, il a passé une maudite belle soirée, il a ri. Ben, c'est bon pour moi aussi, parce que Raymond va avoir le goût de retourner voir un show. Mais s'il va voir un show que c'est pas drôle du tout, puis c'est pas bon, ben, à la limite, ça se peut que Raymond il sorte plus de la maison. Là. Tu parles de show, puis on l'a vu cette semaine avec ce qui se passe avec la petite vie, là, les censures, puis on va trop loin. Puis comment est-ce que c'est dur en 2020 de faire de l'humour avec tout comment on doit se censurer, faire attention pour ne pas déplaire à personne? Personnellement, moi, je parle moins. Je mets de la musique. Arrêtez de dire ce que je pensais. Ben, c'est-tu stressant? Moi, personnellement, ça me stresserait d'avoir à faire rire. Pas à faire rire comme un clown, mais tu sais, à tous les jours, il faut que tu amènes de la bonne humeur. Tu es à la radio, tu sais que les gens s'attendent. Peter va me faire rire aujourd'hui. Moi, sérieusement, je trouve ça stressant. Mais Max, ta question était 40, mais tu vas comprendre comment que je peux le percevoir, le visualiser, surtout avec les années. Tu sais. C'est que moi, en radio, tu sais, moi, un show, là, tu payes, tu t'en viens voir mon spectacle sur scène. Si tu veux pas, tu t'attends à ça. Tandis qu'à la radio, ça fait longtemps que j'en fais aussi. C'est comme je suis devenu l'ami un peu des gens qui sont prognés dans leur voiture, des gens qui font du télétravail ou quoi que ce soit. C'est pas important la place. Mais la réalité, c'est que moi, je te dirais que je vois pas ça comme un show d'humour. On rit comme des innocents, mais je vois ça plus comme de l'humeur. Parce que, tu comprends-tu? C'est à tous les jours, puis c'est avec les gens. Fait qu'on est en mesure de dire, hey, aujourd'hui, moi, et puis ma semble est pesante. Tu comprends-tu? C'est très, très humain comme affaire. Puis je pense que si j'ai une qualité en radio, c'est ça. Puis je le vois, je vais mettre de l'essence au poste à essence, puis je vois le monde qui vient me jaser comme si on s'était vu hier. Puis, hey, tu sais, quand tu disais ça, c'est tellement vrai. Puis, tu sais, c'est cool, parce qu'on dirait que je suis leur chum. C'est vraiment cool. Fait que je vois ça plus comme un show d'humeur qu'un show d'humour. Mais ces shows d'humeur-là, des fois, ça dégénère en tabarouette. Est-ce qu'on reconnaît Peter McLeod plus comme l'humoriste ou le gars de radio? As-tu parlé plus souvent de la radio qu'un show que tu as fait? Hey, c'est une maudite question aussi, ça. Il était temps parce que ça fait 3 fois que tu dis à Max, c'est des bonnes questions. Moi, je n'avais pas eu une fois. Je suis allé dans les ménages. J'ai travaillé fort. Normalement, 3 for 1. Elle est tellement là, j'ai pas de réponse à cette question. Elle est tellement bonne de question, Guy, mais on peut-tu retourner à Max? Qu'est-ce que t'en penses, Max? Non, mais mon beau Guillaume, moi, je te dirais que par le passé, c'est sûr que je faisais tellement de spectacles par année
que c'est de la scène avait une grande partie. Puis je te dirais que je vais toujours être perçu comme l'humoriste de scène, mais je te dirais que dans les dernières années, je sais pas, la proximité avec les gens, puis l'espèce de bonne humeur que j'ai à aller faire justement de la radio. Puis je te dirais que mon équipe cette année, là, c'est Marie-Josée Gauvin puis F. Côté, là, je me considère très privilégié. Écoute, tu sais, il y a des affaires, ça ne s'invente pas. En plus, tu vois, nos comparaisons avec le hockey, regarde, au hockey, là, il y a des années, là, on se rappelle, que New York, ils se sont bossés des clubs quand il n'y a pas trop de plafond salarial. Puis tu gagnes pas souvent plus à cause de ça. Non. Mais quand tu te retrouves avec un groupe qui voit la même affaire, puis qui ont du plaisir ensemble, puis qui a une belle chimie entre la gang, mais c'est un peu ça que je vis cette année. J'étais avec deux girls, il n'y a pas d'ego, il n'y a pas d'orgueil, on s'agace. Écoute, on s'agace sur un temps. J'ai même pu le dire l'autre jour qu'il y a encore un temps non, tout le monde des filles commençaient à dire que vu qu'ils travaillaient souvent ensemble, ils ont peur de devenir en même temps dans leur période. Vous comprenez ce que je veux dire? Puis à un moment donné, pendant qu'on est en ondes, je fais hey, je vous regarde, vous avez un bouton en même place, je pense que vous êtes rendu synchronisé. Hé, calme. Ça, là, c'était très dangereux. Là. Je marchais sur des œufs. Plancher glissant. Ouais. Mais là, on parle de ta carrière d'humoriste, puis de où est-ce que c'est venu, tout ça. Puis tu disais tantôt, j'ai fait des sports, j'ai joué au hockey. Ça a été quoi, justement, ta carrière de hockey? Carrière de hockey, ouais. Dernier match. Je peux prendre le terme, là? Je me suis battu avec deux joueurs, le goaler, puis j'ai knocké l'arbitre. Ça s'est pas mal arrêté là. T'es sérieux? Ah, c'est n'importe quoi. J'avais passé hâte. C'était vraiment un coup de cochon, m'était fait faire. Ma grille, elle m'avait aplati le nez, imagine. Le gars m'avait rendu. C'était vraiment un coup de chien. C'est ça, j'ai passé hâte. Mais j'ai joué, on était à quoi, midget 2B? On était à Lac-Mégantic, puis tout ça. Puis j'avais eu des offres pour aller faire des camps. Je me rappelle, Bam-Tam à Thetford, je pense que c'est à 3A. J'étais quand même très... c'est parce que j'aimais peut-être trop de sport en même temps. J'aimais beaucoup la boxe, le kickboxing, puis je jouais en plus au tennis. À l'époque, j'étais allé aux Jeux du Québec au tennis. J'étais genre avec quoi, 13-14 ans. Là. Non, mais justement, puis de partir d'un sport, puis on le sait, là, t'as je sais pas un handicap, mais t'as une main plus petite que l'autre, en tout cas, je ne sais pas comment le dire, là, mais ils sont pas mal à l'air. Je vais aller aux toilettes, je reviens, gars. Il noxe une main, d'autres, c'est le poids, tu sais, on a tous nos handicapes. Bon, siège éjectable. Oh non, ça a fait juste baisser. C'est plus glissant que les boutons, ça, Peter. mais la question se pose. Honnêtement, comme au hockey, j'étais hyper à l'aise. Premièrement, ma main forte, c'est la gauche. Alors, mon bâton, je te dirais que la main gauche était en bas. Alors, ça ne m'empêchait rien au niveau de... Puis, c'est une autre affaire, c'est qu'à un moment donné, quand tu nais avec une main plus petite que l'autre, moi, c'était pas nécessairement un handicap autant qu'une malformation. Mais veux pas, tu sais, les jeunes te rappellent assez vite à l'école, hey, ils me traitaient de... Alors, j'ai développé beaucoup, beaucoup plus de puissance du côté gauche. Alors, tu comprends-tu, je me retrouvais à performer aussi. Tu sais, aussi niaiseux qu'au tennis, écoute, j'avais un service, c'était n'importe quoi. Là. Tu sais, pour un gars de 13 ans, j'avais un service d'un gars de 20 ans. Là, tu sais. Ah ouais? Ouais. On parlait... Je m'en ai servi de l'handicap et non me battre avec. Là, tu sais. Justement, on parlait à Georges Saint-Pierre, tu parles d'école, puis tout ça. Georges, on lui parlait de bullying à l'école, puis lui avait commencé les arts martiaux à cause de ça. Puis toi, as-tu vécu ça ou Oh oui, c'est ça. Mais tu sais, ta personnalité, tu l'as même quand tu es jeune. À un moment donné, moi, je me souviens, à un moment donné, j'étais arrivé chez nous, j'avais de la peine, puis j'avais dit à mon père que je m'étais fait traiter d'infirme. Puis écoute, je dis pas qu'un jeune doit faire ça aujourd'hui, mais tu sais, on pourrait dire, la génération de papa que j'ai eue, puis je veux dire, c'était pas le seul. Moi, il m'a regardé, il m'a dit « Défends-toi ». Ouais. Ça a été ça. Puis il m'a pas juste dit « Défends-toi », il m'a donné un punching bag, puis il m'a montré où frapper. C'était ça. C'était une génération de pères qui disait, puis en même temps, lui, c'était sa façon de dire « Je veux pas que mon enfant se fasse démolir ». Tu comprends-tu, aujourd'hui, on essaierait d'y aller en psychologie beaucoup plus. Ou on non, mais c'est pas facile. C'est pas facile comme spot, non? Mais c'est ça. Mais je l'ai pris au mot. On va dire ça de même. Okay. Mais justement, il vient à un certain point, pareil, tu as beau te défendre par les points ou peu importe la façon, tu dois te défendre aussi par le langage. Est-ce que tu penses que d'avoir eu à te défendre de même sur certaines insultes fait en sorte que tu es le gars volubile que tu es aujourd'hui puis ça t'a comme cassé une carapace? Je t'annonce que tu as une deuxième bonne question. Hein? Il m'en manque une. On va attendre de voir la prochaine que j'ai sur mon papier. Non, c'est pas vrai. Non, mais les gars, honnêtement, la question, c'est parce que comment je te dirais ça? Je peux te dire une affaire,
Aujourd'hui, souvent, les gens vont me dire, tu sais, Peter, tu n'as pas le droit de parler, puis on est crampé de rire. Mais cette même face-là que j'avais quand j'étais jeune, les gars ils me disaient, man, t'as une face, ça fait ça dedans. Tu comprends-tu? J'avais la même face, la face souriante que j'ai. J'arrivais à quelque part, j'étais tout le temps en train de penser quelle connerie je pourrais faire ou quel tour je pourrais jouer, mais je l'avais pareil. Fait que dans le temps, ils me disaient que cette face-là, j'avais une face, ça fait ça dedans. Puis aujourd'hui, les gens vont dire, m'ont dit, des fois, t'as pas besoin de parler, puis on est crampé. Fait que tu comprends-tu? Mais c'est sûrement aussi le fait aussi que des jeunes ont été méchants. Moi, je ne veux pas d'apprendre à ne pas être une victime puis à réagir. C'est sûr que ça m'a sûrement aidé aujourd'hui avec mon métier, que ce soit à la radio ou sur scène, c'est sûr. Puis qu'est-ce que Peter, aujourd'hui, dirait au jeune Peter? Avec ferme ta gueule, ferme ta gueule, Marie! Ferme ta gueule, Pico! Réponse simple, j'aime ça. Je pense que moi, je regarde en arrière, je me dis la même affaire. Moi aussi, j'aurais aimé ça, tu te la fermes certains soirs. C'est quoi le meilleur... Guy, là, toi, Guy, je te disais, ferme la porte. Ferme la porte du frigidaire. Ah oui? Non, c'est pas ma porte, c'est ma chaise. Mais c'est quoi le meilleur gag ou sur le sport ou sur une personnalité que tu as faite? Hey, sacrifice! Ah, j'ai un bit, vous irez le voir, ça doit être disponible sur Internet. Je ne peux pas vous le refaire parce que j'étais un gars, quand je finis une tournée, je suis capable de déliter, j'ai cette puissance-là. Ouais. Mais j'ai un bout sur le patinage artistique. C'est épouvantable. J'imite le monsieur Goldberg, tu sais, qui parlait pas fort. Là. Je l'imite. Écoute, dans le temps, c'est à José Chouinard, je crois. Là. Mais écoute, faire une histoire courte, le gars, moi, je le trouvais bien drôle. Puis, il a fait une split dans les armes, il est retombé sur la glace, puis là, il est pris là, puis on fait venir une bouilloire. En tout cas, tu vois, le genre, là, c'était vraiment con. J'en ai fait sur les sports aussi. À l'époque, c'était quand il donnait un peu la mode, les Olympiques Guy. Écoute, j'avais tout comme fait, moi, mes propres Olympiques Guy, que ça va avoir de l'air. C'était vraiment drôle, ça aussi. Puis, je me souviens aussi dans un numéro que j'avais écrit aussi sur un tournoi de baseball qui se passait dans un club nudiste. Puis je disais que ça se ressemble, tu sais. C'est juste que le catcher, il n'a pas besoin de petit balai pour essuyer la play. Après ça, je disais qu'on s'entend que quand tu vas d'un but, là, slider au 2 ou au 3 ou au marde, tu te gardes ça pour les séries. J'ai joué souvent avec les sports au courant de mes tournées, c'est ça. Parce que je comptais à Marc, tu étais venu gentiment à mon tournoi de golf, tu avais fait un petit numéro, puis j'avais ri en tabarouette. J'ai essayé de le raconter à Marc, j'étais comme si je me souviens, mais j'ai dit, c'est ça, j'ai dit, tu vas voir, il est vraiment innocent, puis c'est ça, on ne se trompe pas. Ah, mais regarde, mais c'est ça, comme je te disais, je pense que l'humour pour moi dans ma vie, ça a été plus un mode de vie là, que d'autres choses. Là, je ne suis pas quelqu'un qui se force pour. Je veux dire, on voit la vie différente. Puis je te dirais qu'en vieillissant, j'étais encore mieux. D'une façon, là, c'est clair dans ma tête, je suis tellement bien, je me sens. Je vous entendais parler avec la demoiselle avant moi là, qui fait le chocolat, puis je suis vraiment sur mon X, je te dirais, les dernières années. Ah non, c'est. Parce qu'on aime bien t'écouter. On s'en va. Vas-y, Max. Pardon, Max? Tu t'es redécouvert dans ta carrière. Tu as réussi à. On dirait que dans une carrière professionnelle, tu te perds d'une certaine façon parce que ça devient focus. Puis là, la façon que je t'écoute parler, à un moment donné, tu as dit, bon, mais j'ai retrouvé Peter. Puis tu peux devenir, facilement, on peut être à la merci, on est à la merci de tout ça, de n'importe quel artiste, je pense, tu peux tomber has-been. Si tu t'accroches trop au passé, tandis que moi, je veux dire, moi, je m'en vais par là-bas. Puis j'essaie toujours de me renouveler. Pour moi, pour ma santé mentale, j'ai besoin de me renouveler. Puis je suis quelqu'un qui, quand je fais une tournée, c'est terminé, ça. Tu ne me reverras pas aller faire des spectacles ou un autre spectacle d'anciens numéros que j'ai fait. Ça ne m'intéresse pas, ça. J'aime pas ça. Moi, quand je sors un show, c'est important que c'est tous des numéros, on va dire, originaux. Parce que je veux surprendre les gens. Je me discrimine, les gens, là, quand ça fait 4-5 ans qu'ils n'ont pas vu un nouveau show de toi, ils s'attendent à avoir du matériel original. Un produit, hein. On s'en va. On va aller à petite vite, Pete. C'est 2 petites questions bien simples. Là, je t'en ai parlé un petit peu, mais tu as une histoire, ton foursome de rêve. Là, je pense que tu as une petite histoire là-dessus sur ton foursome de rêve de golf. Golf, on le précise toujours. Guillaume, c'est bon au golf. J'ai joué 2 parties dans ma vie, puis j'ai eu la chance avec Jocelyn Thibault à l'époque. Puis Mario Tessier. Mario Tessier m'appelle quand dans le temps, on était au même poste de radio, puis il me dit Kim, t'as-tu à jouer au golf? Ah, mais je dis, je joue pas au golf. J'allais de rêver des fois. Dans ce temps-là, j'habitais dans les Laurentides, puis il y avait un driving range, je m'assois dans le temps.
aller snapper une chaudière. Une chaudière. Puis j'étais allé jouer avec les gars, mais j'ai aucune. Tu sais, quand tu dis là, que tu prends quelqu'un qui ne sait même pas c'est quoi le hockey, puis tu expliques les lignes rouges, aucune idée. Là. Puis j'ai joué 99 puis 100. Puis eux autres, ils n'en revenaient pas à quel point c'était cool, mais je n'ai pas rejoué nécessairement. Puis je pense que je suis un peu trop jeune pour ce sport-là encore. Plus vieux, peut-être. Je ne suis pas encore prêt pour m'habiller en chasseur de papillons. Je suis pas là encore. Un chasseur de papillons! Tu veux, man? Hey, les petits Bermudas, t'as-tu l'air assez... Juste le kit, il n'y a pas le goût d'y aller. Tu sais. C'est pour ça aussi que je ne fais pas de vélo. Chris, à ce temps, il faut mettre du lycra, c'est non. Ouais, je peux te dire que ça me fait pas bien. Je peux te dire que ça me fait pas bien quand je vais en vélo. Tu sais pas c'est quand que la petite couture elle va lâcher. Chris, il me faisait bien l'été passé. Chasseur de papillons, j'aime ça. J'aime ça. Sérieusement. Ta demande d'autographe la plus impressionnante qu'une personnalité t'a demandé, que t'as demandé ou... On a eu des couilles. Marianne Saint-Gelais a signé des couilles. Jean-Gabriel Oui, on a parlé avec elle aujourd'hui à mon show de radio en plus. Puis écoute, on y a remémoré. J'ai dit ça que j'avais parlé avec les boys de la poche bleue. Mais ça faisait drôle de dire apparemment que tu as signé des couilles. Puis, hey, by the way, je vais être à la poche bleue ce soir. Il y a un fit qui ne marche pas. Oui. Ben, je veux dire, c'est le classique là, tu vas prendre une bière un soir, puis arrive une fille, puis elle ouvre sa chemise, puis elle dit pourrais-tu signer, s'il te plaît? C'est pas mal ça. C'est classique, quoi. C'est classique. Bon, mais t'as jamais vécu ça, hein? Je suis convaincu. C'est la crise de face. C'est bizarre, nous aussi, une face à fesser dedans, hein? On m'a déjà dit ça, ouais. C'était écœurant, comme fuck. Bon, mais Pete, on te retient pas plus. Ouais, merci, on te remercie de ton temps. Merci d'avoir bu une petite poche bleue avec nous autres. Ouais, c'est pas clair de même, mais les gars, là, je sais pas, c'est bien le fun. J'entends juste des bons commentaires. Fait qu'on va continuer à promouvoir votre show. C'est le fun de vous voir. Gentil, puis merci d'avoir vidé la poche vite de même. Sérieusement. La bière, excuse. Salut, mon chum. Salut, Mike. Salut, merci beaucoup. Au plaisir. Salut, mon Mac. Salut.